Il pesait, je crois, 18 gigas. 18 gigas, ça peut être 18 gigas. Après les heures d'attente, ça c'est fini. Après, je me suis dit, bon, ok, alors analysons ce truc. C'est un zip. Mais je me dis, si le zip est 18 gigas, alors si le dézip, ça va faire quoi? Je vérifie, je vois que ça va aller après 200 gigas. Alors là, je me suis dit, Wow. bon, j'ai pris un petit recul. Honnêtement, dans le flux de l'action, du tout. Il nous fallait en faire beaucoup de visionnage sur YouTube, Oui. des recherches sur Internet, mais c'était très très compliqué. Difficilement on arrivait à résoudre. Je pense au plus on avait fait 4 challenges. Et du coup, quand on participe à une compétition comme ça où on arrive à rien faire, c'est quoi la rage? Quel est l'état d'âme? Comme je le disais, c'était frustrant, vraiment frustrant de mon côté. Le but c'est de glow up, je dirais, dans le domaine, savoir ce qu'il faut faire les prochaines fois, se préparer, bien se préparer. Tant que le Hacker Lab n'est pas terminé, le CTF n'est pas terminé, rien n'est encore joué. Et à la dernière minute, à la dernière seconde, quelqu'un qui était 10e peut revenir à la première place. Nous, personnellement, on est tombé, je pense, on est descendu après la fin de la première journée du top 10 à la 19e place. Alors qu'il y avait Donc c'est de vous je parlais quand... Alors qu'il y avait uniquement une équipe. Avant, on était avant-dernière équipe. À l'heure où les entreprises, les administrations et même les particuliers migrent massivement vers le numérique, les menaces quant à elles se multiplient, deviennent plus complexes, sophistiquées, déjouant parfois même les défenses. Dans ce contexte, une chose est claire, les compétents d'aujourd'hui seront les plus recherchés demain. Que dis-je? Sont déjà même recherchés. Une question se pose alors, comment former, détecter, propulser les talents capables de défendre les infrastructures numériques avec éthique et excellence? Chez MCA Academy, par exemple, nous avons développé des stratégies techniques claires, simples et efficaces pour propulser les talents et développer les compétences. À l'échelle nationale, on pourrait parler du Hacker Lab, cette compétition devenue incontournable dans l'univers cyber au Bénin. En 2025, cet événement a franchi un cap avec plus de participants, plus de défis et une finale placée au cœur de l'écosystème cyber africain. Bienvenue sur MCA Cyber Talk, le podcast où nous parlons de la cybersécurité sans filtre. Dans cet épisode, je reçois les lauréats de la dernière édition du Hacker Lab. Avec eux, on parlera de stratégie, de techniques, de difficultés, de défis et surtout de préparation mentale et technique pour pouvoir remporter cette compétition. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre. Et ça commence juste après ceci. Bonjour à tous, bonjour chers invités, Jedida, Bill, Aristide, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Bill, comment tu vas? je vais très bien. Et toi? Ça va super bien. Jedida, à la forme? Oui, bonjour Adeshina. Ouais. Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir partagé. Aristide, comment va la forme? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Merci à vous aussi d'avoir répondu à mon invitation. Et comme je le disais en introduction, vous êtes les lauréats, je dirais, de la dernière édition du Hacker Lab. Et vous représentez ici chacune des équipes finalistes ou je dirais vainqueurs de cette compétition-là. Donc je vais vous laisser la parole à tour de rôle pour vous présenter pour nos abonnés qui, je ne vais pas dire qui vous découvrent pour la première fois parce que tous ceux qui ont préparé Hacker Lab vous connaissent. Mais pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous laisser la parole de vous présenter, nom, prénom, nom de l'équipe et si possible, faites un clin d'œil à ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui faisant partie de votre équipe. Je vais commencer par Bill, l'équipe première. Ok, merci beaucoup Machoud pour cette invitation. J'en suis vraiment ravi. Moi, c'est Bill Odo Alekoun, analyste cybersécurité. Je fais également du réseau, du système et de la maintenance. Je suis le capitaine et le manager principal actuel de l'équipe BISEC. Je salue d'ailleurs tous mes autres coéquipiers, ceux de l'équipe CTF, Cyril Assoba, Hongri Todé Ange et Shamzin Adeovi. Je salue également Roberto Hongbo, qui n'est plus ici avec nous, mais qui pense à nous chaque fois dans son pays. Voilà. Super. Et merci encore une fois. Jedida, l'équipe, c'est la deuxième équipe. Hein? Oui, voilà. Rebonjour encore à tous. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis Jedida Kwati. Je suis titulaire d'une licence en sécurité informatique
à IFRI et d'un master en cybersécurité cloud à Epitech Bénin. Je suis membre de l'équipe Bob et Bob. Oui. Pourquoi Bob? Pourquoi pas Bob? Donc nous étions à la 2e place à la finale du Hacker Lab cette année et dans mon équipe il y avait principalement Delano Tolo, notre capitaine, Binazon Yves et Mishkat Oloulagba. Mishkat Oloulagba, coucou alors. Merci à toi, Julida et Aristide. 3e équipe, membre de la 3e équipe, l'équipe... L'équipe Stelfi. Oui. Ok, moi, mon prénom c'est Sagbon Aristide. Je suis le capitaine de la 3e équipe, composée de 4 membres. Il y a Sac, Merinta Précieux. Sac, c'est son pseudo. Il y a Wezero. Il y a Macorel. Donc, j'ai une licence en sécurité informatique à EGIS en 2024. Et c'est un honneur d'être ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as fait un exercice que je n'ai pas demandé aux autres, donc je vais leur demander la même chose. Ton pseudo, c'est Shak. Mon pseudo, c'est Shak. Bill, c'était quoi le pseudo? Mon pseudo, c'est Zor. Zor. Pourquoi Zor? Bon, ceux qui ont la référence au chiffrement Zor sont... Donc, ok, Zor, XOR, comme... Oui. Non, moi, mon Zor, c'est avec un Z, parce que j'aime la lettre Z. Mais Zor, parce que j'aime aussi le Zor, le chiffrement. Donc, tu dois être un amoureux des maths. Oui, je suis un très grand fan des maths. Super. Julida? Pour cette année, j'ai pris Tryharder. Comme pseudo? Oui, comme pseudo. Pourquoi Tryharder? Bon, je dirais que c'est un groupe de mots que j'apprécie beaucoup, qui définit en quelque sorte le mindset de la plupart des passionnés de cybersécurité, mais du numérique en général. Ça définit en quelque sorte le fait que quand tu es confronté à un problème, tu te dois en fait d'évoluer, d'avancer, de trouver la solution. Donc si tu prends un chemin qui n'est pas bon, forcément prendre le chemin, mais try vraiment hard, essaie vraiment de te donner à fond, quoi. Et tu as raison, parce que le Hacker Lab, c'est la compétition où on try hard du début jusqu'à la fin, depuis les qualifs jusqu'en phase finale. Félicitations pour avoir remporté cette compétition-là. Je vais commencer par Bill. Comment est-ce que tu as découvert le monde de la cybersécurité ou le monde du hacking? Est-ce que c'est une passion ou c'est papa qui a obligé que tu fasses ce domaine-là? Ok, merci beaucoup Machoud. J'ai découvert la cybersécurité il y a plusieurs années, depuis la classe de seconde je pense, à travers quelques films que je suivais. C'est là que la passion a commencé. Ça avait commencé bien avant ça, mais la cybersécurité, c'est principalement en seconde où je suivais quelques petits films. Ceux qui ne connaissent pas le film, c'est la série Startup, sauront de quoi je parle. Donc de là, j'ai commencé à nourrir un peu de la curiosité par rapport à tout ce qui a rapport avec les ordinateurs, tout ce qui a rapport avec le hacking, comme on le dit généralement. C'est là que je me suis dit, bon voilà, il faut qu'après mon bac, il faut que j'étudie un peu la cybersécurité, il faut que je devienne le plus grand hacker du Bénin. Donc la passion a commencé là. Je n'avais pas évidemment tout ce qu'il me fallait pour exercer à fond cette passion. Donc depuis le bac, tu voulais être le plus grand hacker du Bénin? Bien avant le bac. Bien avant le bac? Oui. Ouais. Donc voilà, la passion a commencé là. Je n'avais pas tout ce qu'il me fallait à disposition dans le temps pour pouvoir exercer cette passion. Il y a plein de vieux qui voulaient que je sois médecin. Donc bref, j'ai continué, j'ai eu mon bac C, je me suis inscrit sur les différentes plateformes après le bac et j'ai été pris à IFRI. Donc à IFRI, j'ai commencé à étudier effectivement la cybersécurité. J'ai vu que c'est ce que je kiffe vraiment. Fin de la première année, j'ai entendu parler du Hacker Lab, qui était une merveilleuse occasion pour moi de commencer très bien à démontrer mes compétences et cette passion. Donc cela fut la toute première fois que mon équipe et moi, nous avons participé au Hacker Lab. Donc ça, c'était en quelle année déjà? Ça, c'était en 2022. En 2022, oui. Wow. Donc 2022, 2025, pratiquement 3 ans. On va revenir dans les détails. Julida, comment est-ce que tu as découvert aussi le monde du hacking? C'est pareil ou pour toi, c'était venu comme un domaine où tu n'avais pas le choix, voilà. Bon, moi j'ai une histoire un peu plus différente de celle de Bill. De base, j'ai eu un bac série D, donc je dirais pas défaut, j'étais prédestinée à faire la médecine. Donc, médecine encore? Oui, la médecine, bac série D, c'est SVT, donc c'est la médecine. Et je pense, en terminant, on avait le choix de sélectionner 3 écoles
dans laquelle on voulait intégrer après le bac. Oui. Et en fait, je pense que j'ai pris IFRI comme étant ma dernière proposition. Voilà. Donc, j'ai pris la médecine, c'est vrai, mais à un moment donné, j'ai remarqué que bon, je n'étais pas vraiment passionnée par ça. Donc, j'ai intégré IFRI, j'ai fait ma première année, deuxième annine. Et à l'IFRI, on avait quand même... Non, est-ce que tu avais déjà commencé la médecine? Non, Okay. Carrément, je n'ai pas commencé. D'accord. Donc, j'ai directement commencé avec IFRI, licence en sécurité informatique L1, L2. C'est en licence 3, en fait, que j'ai découvert le hacking. Comment à IFRI, on avait des groupes de travail chaque mercredi. Il y avait la danse, je pense l'art, l'anglais, il y avait aussi le hacking, dirigé par des aînés, en fait, de l'école. Et je pense que c'est durant une séance de cours en salle que j'ai entendu parler du Hacker Lab. Donc, c'était une année qui parlait de ça en mode une compétition de hacking, comme ce qu'on voit dans les télés, dans les séries et tout. Et il y avait aussi des primes à gagner à la fin, donc des ordinateurs, certifs et tout. Donc, je pense que plus ou moins le concept, la technique, tout ce qui tournait autour de... Et les lots, il faut dire la vérité. Bon, un peu oui. Donc, tout ce qui tournait un peu autour du hacker là m'a intéressée. Et d'autant plus que j'étais en sécurité informatique, bon, j'ai essayé de faire pour voir, juste par curiosité. Et je pense qu'après, j'ai beaucoup aimé. Super, bravo. Aristide, comment ça s'est passé de ton côté, la découverte de mon côté, oui. Comme mes deux autres collègues, je voulais faire la médecine de base. Oh là là, donc j'ai des métiers ratés ici. Heureusement, hein. Oui, bon. heureusement. Je voulais faire la médecine de base et tout le temps, quand on me posait la question tu veux faire quoi, je disais la médecine. Et j'étais passionné un peu par l'informatique parce qu'il y avait mon frère qui faisait de l'informatique déjà. Donc j'étais un peu passionné, puis j'étais tout le temps devant mon PC. C'était un ordinateur de bureau qu'on avait à la maison, j'étais tout le temps dessus. Et cette option de faire la médecine n'a pas marché parce qu'au bac, j'ai pas eu une bonne mention. Du coup, c'était mort quoi, de faire les études en médecine. Du coup, je me suis inscrit dans la même école que mon frère, Aegis, et j'ai commencé. Et au fil du temps, j'ai kiffé. Et c'est en première année qu'un ami m'a parlé du Hacker Lab, que c'est une compétition de hacking où on peut tester nos compétences à l'échelle nationale. Et on était intéressés. Mais la première année, on n'était pas allé en mode pour remporter. Et ça, c'était en quelle année? C'était en première année, je crois que c'est en 2020 ou 2021. Ok. Donc, on s'était inscrit, mais on n'a pu rien faire. On était juste allé découvrir tout. Donc, après, j'ai aimé être dans le domaine et j'ai continué. Et c'est devenu une passion déjà. Super. Donc, la première participation au Hacker Lab de ton côté, c'était en 2020. Oui. Avec Bill 2022. Je dis de ton côté 2021. Donc 20, 21, 22. Non, 2021 aussi. Ok, 21, 21, 22. Super. Du coup, c'est intéressant ça. Je comprends que depuis 2022, Bill, que tu as pris part à la première édition du Hacker Lab. Comment ça s'est passé, la première participation? Bon, je dois rappeler que la toute première participation, c'était une découverte principalement. Les gars et moi, on a entendu parler de ça de la part des aînés. On s'est dit qu'il fallait s'essayer. Je salue également Otien Aldisso parce qu'on avait commencé l'aventure ensemble dans le temps. Donc on était allé nous inscrire sur le site du Hacker Lab en espérant pouvoir fabriquer quelque chose. Donc le lundi 1er août, je crois, 2022, il était l'heure de compétir. La plateforme avait un petit DDoS. Bon, on ne comprenait rien. Parce que c'était la toute première participation. On ne savait même pas ce qui se passait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ceux qui nous suivent, on a quand même des abonnés qui ne sont pas aussi. Quand tu parles de DDoS, c'est-à-dire la plateforme était inaccessible. Inaccessible, oui. Voilà. Donc, d'abord, nous, on ne comprenait même pas. Dans le temps, on ne comprenait pas ce qui se passait. On s'est dit pourquoi le site n'est pas accessible, si ça n'a pas commencé ou pas. Alors que c'est là que le challenge commence. Bon, je pense que ce n'était pas en soi un challenge, mais c'était le nombre de requêtes qui venaient sur le serveur qui avait fait un peu bugger ça. Donc, je pense que 4 heures de temps après, on était toujours en éveil. La compétition avait effectivement démarré. Les premiers challenges étaient là. On y a touché. Bon, on n'y comprenait absolument rien. Je pense que le challenge unique qu'on a pu faire le premier jour, je pense, un ou deux challenges, on avait pu faire un challenge qui avait rapport avec une chaîne YouTube de la Cine, je pense bien, où il y avait des chiffres binaires qu'ils avaient écrits. Donc bon, voilà. On est allé prendre ça, coller. Je crois que je ne sais pas si c'était moi ou un de mes coéquipiers qui avait ça dans le temps. On est allé prendre ça, on a
fait des petites recherches, le nom binaire, on allait coller ça et puis on avait le premier flag. Donc là, on était content. Mais bon, après, durant les 29 jours restants du mois, on n'a pas fait grand chose. On a commencé à se poser des questions et puis bon, voilà. C'est comme ça l'aventure a commencé. Super. Donc ça, c'était en 2022. 22, oui. Super. J'ai dit dans la première participation au Hacker Lab, comment est-ce que l'expérience s'est déroulée? C'était fun? C'était challengeant ou tu te demandais, bon, est-ce que c'était vraiment fait pour moi? Bon, déjà, les qualifs, c'était pas fun. C'était très chaud. Vu que c'était ma première participation, j'étais avec une amie de Ifrey, toujours, on était dans la même classe. On n'était que 2 dans mon équipe en ce moment à compétir avec les autres. Et durant les pré-cal, durant les qualifications, comme Bill l'a dit, nous aussi, on n'avait pas pu résoudre grand-chose. Donc, il y avait les challenges un peu de web, toutes les catégories, il y en avait. On n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qu'on cherchait vraiment, ni comment procéder en fait pour pouvoir trouver les flags et tout. Il nous fallait en fait beaucoup de visionnage sur YouTube, oui, des recherches sur Internet, mais c'était très très compliqué. Difficilement on arrivait à résoudre. Je pense au plus on avait fait 4 challenges avant, durant 29 jours, mais 30 jours, durant tout le mois tout en fait. Et on n'était pas qualifié carrément pour participer à la finale. En ce moment, je pense l'édition de l'année 2021 était un peu spéciale dans le sens où c'était au nord et à Parakou. Voilà. Ouais. Et je pense qu'ils avaient plus essayé d'inclure en fait les femmes dans le domaine en ce moment. Donc comme nous n'étions pas qualifiés, il y avait des équipes en fait qui étaient qualifiées, des équipes des aînés bien sûr, qui étaient qualifiées mais qui n'étaient pas au complet. Donc ils ont demandé à des équipes qui n'étaient pas qualifiées, non qualifiées, de renforcer les équipes qualifiées avec justement. Les mots. Donc on s'est divisé, donc ma copine est allée dans une autre équipe et moi dans une autre équipe. Donc clairement, c'était pas fun du tout quoi. Ouais, non, il fallait commencer par là, il fallait commencer par là. Aristide, en 2021, on a entendu parler du Hacker Lab. On n'a pas participé, c'est en 2022 on a participé. Moi et mon pote en question. Et on n'a pu rien faire. Genre vous avez même pu faire 4 challenges, on n'a seulement fait qu'un seul challenge. Et c'est grâce à des vidéos YouTube. C'était une gestion SQL, il fallait faire sur la page et tout. On a regardé des tonnes de vidéos YouTube avant d'avoir le bon vidéo YouTube. La bonne vidéo YouTube, excusez. Après ça, c'était fun, mais c'était aussi frustrant. Dans le sens où on n'a pu rien faire. Après, on a essayé de gratter quelques trucs, mais rien. Et moi, de mon côté, ça a été un peu frustrant. Et après ça, j'ai continué à essayer de me perfectionner. Et du coup, quand on participe à une compétition comme ça, où on arrive à rien faire, c'est quoi la rage? Quel est l'état d'âme? Comme je le disais, c'était frustrant, vraiment frustrant. Enfin, de mon côté, les autres membres de la team, on n'était que 2. Donc là, le second et tout, il était aussi un peu frustré. Donc, le but, c'est de glow up, je dirais, dans le domaine, savoir ce qu'il faut faire les prochaines fois, bien se préparer. Voilà. Bill, la première participation, c'était pas fun, comme tu as dit. Qu'est-ce qui motive alors à revenir chaque année? Alors, déjà, il faut retenir que notre toute première participation, on n'avait pas été particulièrement frustrés, au fond. Mais on savait qu'on n'était pas encore prêt. Donc on a pris du recul avec les autres. On s'est dit, bon, il fallait qu'on s'entraîne, il fallait qu'on améliore notre niveau pour que l'année prochaine, on puisse quand même terminer dans le top 5. C'est ce qu'on s'était dit dans le temps. Et certainement, je gagne la compétition. Donc là, l'aventure a continué avec 2 de mes autres coéquipiers, Cyril Assoba et Rumbe Tolé Ange, avec qui nous avons essayé de former une équipe un peu solide dans le temps qu'on a nommé Code Briqueuse. Donc, bon, qui signifie casseur de code. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, on avait essayé de former la team. On avait commencé à s'entraîner de manière très active pour que tout au moins en 2023, on puisse fabriquer quelque chose lors des qualifs du Hacker Lab et espérer aller en finale. Donc, c'était un peu ce qui s'était passé. Et de là a commencé des nuits blanches, des week-ends plongés dans les CTF, des tonnes de vidéos regardées. C'était le même moment où la passion était vraiment à son paroxysme. Je dois avouer, ma passion pour le CTF par le passé était beaucoup plus grande.
que celle que j'ai maintenant. Mais j'étais vraiment, je dis vraiment motivé dans le temps. Donc voilà un peu le petit... Super. Et quand on discutait en off, tu me faisais comprendre que vous aviez eu quand même envie de remporter cette compétition-là il y a longtemps. Oui. Et en 2024, la CIN vient avec les règles qui bouleversent le jeu, oui, où la participation est désormais en solo. Individuel, oui. Comment ça s'est passé? Bon, comme nous l'avons appris, c'était un choc. Hein. Bon, sans mentir, c'était un choc. Parce qu'en 2023, on avait participé en équipe. Chacun avait son rôle. Oui. Chacun avait son rôle. Quelqu'un gérait le web. C'était principalement Cyril. La cryptographie, c'était Ange. Moi, je gérais principalement tout ce qui avait rapport à les binaires, le UVS et le binary exploitation, le forensique. On se débrouillait. Et on cherchait aussi un quatrième membre, en fait. C'est une autre histoire. Donc, c'était un peu la répartition qu'on avait faite. Donc, chacun était plus spécialisé dans une catégorie. Donc, en 2024, quand nous avons appris que le Hacker Lab était individuel, on s'était préparé à fond, chacun dans son truc. Donc, le choc est venu, on n'a plus le choix. Je pense qu'à un mois de la finale, chacun a commencé à prendre des petits tips de la part de l'autre sur comment tu fais telle chose, comment tu as fait telle chose. Voilà, histoire d'aller un peu plus vite. Les plateformes où tu t'entraînes le plus, des trucs comme ça. Donc, chacun essaie de prendre les petits tips de la part de l'autre. On a fait assez de meet-up tout ensemble bien avant les qualifs pour pouvoir, voilà, que chacun soit bon dans ce qu'il fait, pas si c'était individuel. Il fallait que chacun sauve sa tête principalement. Donc, après ces préparations, les qualifs étaient venus. On a essayé de se battre comme on pouvait. Moi, j'ai fini 11e au qualif. En 2024. En 2024. J'ai fini 11e au qualif, bon, et aussi 11e en finale. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. J'étais frustré, ça m'a fait mal parce que 2 heures ou 3 heures avant la fin, j'étais 4e. Mais bon, je n'avais plus rien à soumettre. Donc, j'avoue que c'est peut-être du fait que j'étais peut-être trop. J'avais pas encore peut-être le niveau d'intégrer le top 10. Donc, j'ai pris sur moi et je me suis dit, bon, voilà, il faut encore que je m'améliore. Il faut que même si la compétition est solo ou en équipe les prochaines années à venir, je puisse donner vraiment plus du meilleur de moi pour pouvoir prendre la première place. Parce que c'était même là un essence qui... La motivation même. Une motivation en fait. qui avait vraiment pris feu en moi. Ouais. Donc c'est un peu ça. Super. Jedida, comment ça s'est passé quand on se prépare du coup en 2024 2021. Depuis 2021 tu t'es préparé jusqu'en 2024 maintenant où les règles changent, on dit que la participation en solo. Bon, déjà, après ma participation en 2022, je rappelle qu'on était parmi les lauréats. Il y avait des prix spéciaux en quelque sorte qu'on a gagnés. Après ça, j'ai pris une pause. De combien d'années? Je pense que je n'ai pas fait 2022, ni 2023, ni 2024. Donc j'ai pris une pause de 3 ans. La raison, je vais taire ça ici, parce que c'est un peu personnel. Après 2025, j'avoue que l'année dernière, j'ai participé au CAF, Cyber Africa Forum à Abidjan, et j'ai participé à l'ECTF. Et on n'était pas parmi les top 3. Là-bas aussi, c'était, je pense, la finale n'a même pas duré 24 heures. Je pense que c'était moins de 5 heures de temps, un truc comme ça. Ça m'a frustrée. Et depuis ma première participation, quand on a fini les qualifications Wakela et ma copine et moi n'étaient pas sélectionnés, j'avoue que j'étais un peu enragée. Dans le sens où on est sur la plateforme, il y a beaucoup de challenges et tu vois les gens soumettre rapidement. Enfin, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Est-ce que je suis vraiment compétent? Ou bien, comment il faut en fait pour être dans le top comme ça? Dans les 3 ans de pause, je me dis aussi que j'ai pris ça un peu pour prendre un peu sur moi, prendre du recul et revenir peut-être plus tard. Donc je reviens encore sur le Cyber Africa Forum. Donc comme on n'a pas pu être parmi le top 3... Édition de Abidjan. Oui, 2024. Comme on n'a pas pu être dans le top 3, j'ai décidé en fait cette année de participer au CAF, mais pas d'aller au Hacker Lab. Parce que je me disais, bon, les deux, peut-être que je ne pourrais pas gérer. Et après, je pense, mais Afrique comme ça, j'aurais appris en fait mais carrément en mai, je ne sais plus trop, j'aurais appris en fait que le CAF va se dérouler à Cotonou et que le Hacker Lab va se dérouler au même moment que le CAF. Donc finalement, c'est CAF combiné avec Hacker Lab, donc obligatoirement, je devais aller au Hacker Lab. Et cette année aussi, ils ont commencé les qualifications un peu plus tôt que d'habitude. Donc forcément, je me suis entraînée avec mon équipe. J'avoue qu'on ne s'est pas vraiment donné comme en 2021 même, je vais dire. On ne s'est pas trop donné. Dans mon équipe, il y a vraiment des aînés. Bon, on est tous des aînés, je vais dire. Des anciens participants du Hacker Lab. Donc, et chacun avait sa catégorie. Donc côté préparation,
C'est pas comme si on avait un planning, on se voyait tout le temps pour taffer. Mais dans ta tête, tu sais comment t'y prendre en fait pour atteindre l'objectif. Donc chacun de son côté, je pense que chacun a essayé de faire de son mieux en fait pour être plus ou moins prêt pour la finale. Compétition. Voilà. Et quand on est venu en finale, je dirais 48 heures. Ces 48 heures, cette année, c'était un peu plus fun, un peu plus challengeant et un peu plus... Oui, on va parler en détail de l'édition de cette année. Aristide, quand on décide désormais de participer à l'édition 2025, comment est-ce que vous constituez les équipes? Sur quoi on se base? Est-ce qu'on cherche des personnes qui sont bien en web, d'autres qui sont à l'aise en crypto, ou bien ça se fait à la volée comme ça? Faut savoir que moi, je pensais que ça serait pareil comme en 2024. Genre individuel, quoi. Ouais. Donc, je m'étais préparé pour ça. Donc, on ne s'était pas préparé en équipe. Donc, j'avais pas une team. Genre, j'étais solo. Et ça s'est fait... ma team en question, Stealthy, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un ami qui devait être dans la team. Big up à lui déjà. Donc, il a formé la team et il était le capitaine. Et à la dernière minute, il a désisté qu'il ne pourra plus à cause de certains problèmes qu'il ne veut pas forcément nous faire part. Donc, moi, j'ai pris les rênes de la team. Donc, c'était une team vraiment random parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. On se connaissait peut-être dans le board, dans les CTF, dans les divers CTF, mais on ne se connaissait pas vraiment. On ne savait pas c'est quoi les points forts des autres. Je connaissais seulement qu'une seule personne. Il a volé mon pseudo et tout, et il a enlevé un H. Donc voilà, donc on se connaissait. Après, on s'est rencontrés, on a fait des meet-up. Et on a juste fait une semaine de préparation en vrai. Donc on s'est un peu préparé. Une semaine de préparation? Oui, une semaine de préparation intensive. Donc on s'est un peu entraîné, chacun a vu les points forts des autres et tout. Donc on s'est quand même fixé des objectifs, finir au moins dans le top 3. C'était vraiment ça l'objectif, quoi. Finir au moins dans le top 3. Et on s'est entraîné vraiment intensivement pendant une semaine. Super. Et ça a payé. On a fini dans les top 3. Super. La constitution de l'équipe, est-ce que c'est la même équipe qui a continué depuis 2022 ou à un moment donné, certains membres ont désisté pour des occupations ou autres? Comment est-ce que vous avez constitué les équipes, surtout au niveau de compétences de chaque membre? Ok, de l'autre côté, notre équipe a une très grande histoire. Nous avons majoritairement tous commencé en 2022. Angel, Cyril et moi, nous sommes restés principalement les fondations de base de l'équipe. Nous ne sommes jamais séparés, nous sommes toujours débattus pour nous entraîner chaque week-end. Parce que je le rappelle, tous les week-ends pour nous c'était des CTF. C'était donner la meilleure performance possible, donner un nouveau résultat, faire de son mieux, améliorer les stratégies, voir ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Donc nous avons eu des quatrièmes membres, parce que notre objectif c'était 4 pour essayer de correspondre à l'effectif requis idéalement pour le Hacker Lab. Donc nous trouvions des quatrièmes membres, certains qui quittaient, d'autres qui revenaient. Bon, c'était pas vraiment stable. Jusqu'à ce que Roberto nous rejoigne, on avait prévu faire le Hacker Lab 2024 avec lui. Malheureusement, c'était solo, donc chacun s'est débrouillé. Ensuite, après, en 2025, celui qui a fait partie de notre équipe cette année, Cham Zizadeovi, un jeune élève de la terminale, je pense, à une école technique que j'apprécie énormément, qui avait gagné une compétition qu'on avait organisée fin 2024. Le Christmas CTF, c'était une compétition de cybersécurité qu'on a organisée pour le cas de Noël. Donc il avait gagné, nous l'avons contacté, il a joué avec nous et puis nous avons remporté. Nous avions même précédemment participé au Pico CTF 2025 avec lui. Nous avons fini à la 2e place. Donc voilà, nous avons reconnu son talent et puis bon, il nous a joints. Il a peut-être pris, je vais dire, la partie qui manquait dans l'équipe, principalement tout ce qui a rapport au forensique. Et il nous fallait aussi un petit œil nouveau. Donc, tous ensemble, avec nos compétences réunies, nous avons pu remporter la finale. Donc idéalement pour la règle aussi du côté de la team Bob, est-ce qu'il faut des membres spécialisés dans chaque domaine ou pour vous c'était ok, on y va quoi? Bon, il y a plus de membres mixtes qui n'est pas forcément spécialisé dans un domaine donné, mais qui faisait un peu de tout, forensique, web, etc. Donc, vu que c'était des anciens, il n'y avait pas de problème sur ce côté-là. Ok.
Ok, super. Alors, on va parler de l'édition même. On a parlé des préparatifs et tout. Cette année, le Hacker Lab a été placé sous le thème projet 403, évasion du labyrinthe numérique. Quand vous entendez je dirais, le thème principal, qu'est-ce que ça réveille? Je commence par Aristide. Le thème évoque le fait de s'évader à tout prix, enfin, d'utiliser des techniques, des approches qui ne sont pas classiques dans le but de s'évader du labyrinthe, quoi. Genre, ok. Donc on s'attend déjà à ce que... On s'attendait déjà à ce que ça soit dans cette logique-là, genre trouver des moyens et des techniques pour pouvoir résoudre des challenges, en gros. Donc c'était un peu ça. C'était aussi la même interprétation de ton côté? Bon, pas forcément, ni pour moi ni pour l'équipe. Déjà, nous, il faut savoir que bon, les thèmes, certes, ça en dit beaucoup sur la compétition, mais pour le Hacker Lab spécifiquement, c'était pas un truc qui allait nous limiter ou nous avantager. On ne tenait pas compte de ça. Nous, on était là, on voulait gagner le Hacker Lab cette année. C'était notre seule ligne d'eau en fait. Donc après, on a eu des interprétations légèrement vagues au début du thème. On s'est dit bon, c'était même avoir des petits challenges, des petits trucs où il faut réfléchir différemment pour pouvoir résoudre. Il fallait essayer de peut-être s'échapper de divers trucs. On a pensé également à des petits jails, c'est des types de challenges dans les CT. On s'est dit peut-être qu'il y aura beaucoup de jails, comme ils n'ont pas d'évasion et de labyrinthe numérique. Mais particulièrement, on n'a pas pris ça comme un facteur limitant ou motivant. Nous, on voulait gagner la finale depuis des années. Cette année, on s'est dit si on ne gagne pas cette année, c'est qu'on ne gagnera jamais. Carrément. C'est ce qu'on s'est dit. Parce qu'on s'était promis que si on ne gagne pas la classe cette année, on ne revient plus. Donc, bon, si on gagne, on ne revient plus. Si on ne gagne pas, on ne revient plus non plus. Donc, c'est ce qu'on s'était dit. Dans tous les cas, on ne revient plus. C'était notre dernière année pour la Hacker Lab principalement. Carrément. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à notre équipe sur le thème. On n'a pas une interprétation particulière, mais bon, on avait un objectif et puis bon, on s'est quand même arrangé avec le thème pour l'atteindre. Je dis là, est-ce que ce thème-là vous a donné une interprétation ou bien c'était aussi, bon, de quoi est-ce qu'il peut s'agir? Allons-y, on va voir. Bon, déjà pour rappeler un peu le contexte du thème, je crois, c'est des chercheurs qui ont créé une intelligence artificielle pour les aider en fait à sécuriser des systèmes donnés, je crois. Et il s'est fait qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle a développé sa propre intelligence. Donc, l'intelligence artificielle est devenue intelligente elle-même, quoi. Et les chercheurs qui l'ont créée, en fait, elle a essayé de les piéger dans un labyrinthe donné, ce qui donne en fait le sens au projet de 403 évasion là. Donc moi personnellement, je ne sais pas pour les autres, moi personnellement, je m'attendais à voir, comme ils ont dit, invasion et tout, il y aura plus de OSINT, plus de forensic, et surtout comme on est à l'ère de l'intelligence artificielle, qui aurait beaucoup plus de challenges en lien avec les IA en fait. Donc pour moi personnellement, c'était ça. Et à ce niveau-là, est-ce que la préparation technique a aidé quelque part? Ou bien carrément on s'est retrouvé, c'est au cours de la compétition. C'est vrai qu'au cours de la compétition, on apprend beaucoup, mais est-ce qu'on a plus appris au cours de la compétition qu'avant la compétition? Je dirais oui. J'ai plus appris pendant la compétition qu'avant. Avant, personnellement, c'est vrai que je voulais aller au CAF et tout, à Hacker Lab, mais comme je l'ai dit, le training, c'était pas vraiment ça. On ne s'est pas donné à fond comme l'équipe de Bill. Il n'y avait pas un training 100% rédigé et tout, cadré et tout. Donc, personnellement, moi, j'ai plus appris durant la compétition qu'avant. Et du fait que j'avais déjà quelques notions de base en matière de hacking vu les éditions passées, c'était plus ou moins... je savais en fait comment procéder pour aller là où je veux aller. Oui. Et quand je suis bloquée, c'est là que mes teammates m'aidaient plus à débloquer certains points. Super. Aristide, quand on se prépare techniquement pour une telle compétition et qu'on arrive, est-ce que la préparation a été utile ou bien on se dit c'est ici maintenant qu'il faut commencer par apprendre de nouvelles choses? Ok, au cours de la compétition, on apprend beaucoup de choses. Déjà avant de venir, on se prépare techniquement, comme vous l'avez dit. Déjà on prépare les scripts qu'il faut utiliser. Parce qu'il y a certains challenges qui sont génériques, c'est-à-dire qui reviennent plus souvent et on s'attend à ce que ça soit tel. Il faut qu'on fasse tel truc pour avoir le flag. Donc souvent on prépare des scripts, des payloads qu'il faut utiliser à légèrement modifier dans tel cas. Mais il faut savoir que des fois ça ne marche pas. Donc il faut encore réécrire un autre script qui sera plus efficace
Donc c'est un peu ça, au cours de la compétition, on apprend plus. En tout cas, dans notre team, on a plus appris au cours de la compétition. Surtout pour la partie IA, où il fallait mindset, l'IA en gros, genre le tourner en bourrique pour avoir le flag, genre, par l'intermédiaire d'un prompt qu'il faut générer. C'était un peu ça. Donc on a plus appris au cours de la compétition. Côté préparation technique, Bill, aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous êtes préparé? Quels sont les tips, les conseils ou les plateformes sur lesquelles vous êtes entraîné pour pouvoir devenir aujourd'hui meilleure équipe du Hacker Lab édition 2025? Ok. Pour nous, la préparation a été un très long chemin. Comme je le disais tantôt, c'était des nuits de CTF, des week-ends de CTF, beaucoup d'apprentissage théorique, beaucoup de vidéos suivies. Donc, comme plateforme principale, nous sommes principalement focus sur, je dis, Rootme, TryHackMe et HackTheBoss pour les connaissances théoriques principalement. Okay. Pour l'entraînement de CTF, on était, disons, des surveillants de CTF Time. Chaque semaine, chacun avait le droit ou le rôle de trouver un CTF pour que l'équipe joue. À défaut, le capitaine devait le trouver et trouver ce CTF-là. Chaque semaine? Chaque semaine. En fait, chaque fin il fallait trouver le CTF du week-end qui vient au début de la semaine ou au cours de la semaine. Donc, on allait chaque fois du CTF Time ou sur Rootme pour checker rapidement quel CTF intéressant est là, 24 heures, 48 heures de préférence pour pouvoir quand même assurer. Donc, on changeait un peu aussi la durée de temps en temps. Donc, on suivait beaucoup CTF Time et Rootme. On checkait, il y a un CTF ce samedi. On est dispo ou pas, il faut être dispo en fait. Donc, on s'inscrivait, on créait le lien de la team et puis on jouait. Donc, c'est principalement cette plateforme, je dirais, qu'on a exploité, Rootme, TryHackMe, HackTheBoss et je dirais CTF Time et Rootme, CTF Time plutôt. Donc, c'est principalement l'axe, les axes qu'on a un peu suivis. À part ça, évidemment, il y a d'autres plateformes sur lesquelles on a eu à checker quelques write-ups, des repos GitHub où il y avait des scripts. Okay. Pour pouvoir préparer des challenges à l'avance. On s'était aussi mis dans la peau de créateur de challenge, ce qui nous a permis également, en cherchant dans nos recherches, dans nos réflexions, de voir un peu le mindset que les créateurs de challenge ont. Donc tout ça nous a un peu fortifié au fil du temps et nous a permis de quand même un temps soit peu nous armer au minimum. Donc voilà, beaucoup de GitHub, beaucoup de Rootme, beaucoup de TryHackMe et puis bon, de CTF Time, je pense que ça va aller. D'accord. Jedida, les plateformes utilisées ou les outils utilisés pour la préparation? Bon, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a cité. Principalement, il y a CTF Time. Donc, comme il a dit, c'est une plateforme qui recense en fait des CTF, je dirais pas weekly, pas semaine, voilà. Et si vous voulez vraiment vous entraîner, c'est principalement ça. Et à part ça, il y a, comme il a dit, Rootme, TryHackMe, HackTheBoss. Il y en a plein que je ne pourrais pas citer tous ici. Ok. Est-ce qu'il y a une technique ou une stratégie que vous avez mise en place? Par exemple, pour eux, c'était chaque week-end, il fallait faire un CTF de votre côté. C'est vrai que tu as dit que c'est à quelques mois que vous avez commencé les prépas, mais est-ce qu'il y a quand même une routine qui a été mise en place? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de stratégie, mais il y avait... Mais le fait que vous soyez habitué à la compétition, ça a aidé? Oui. Énormément, oui, énormément. Super. Parce qu'on avait déjà des outils de base sur nos machines. On savait que bon, pour faire ça, on avait besoin de si. Les outils étaient mis à jour. Il y avait déjà les bases en fait qui étaient là. Donc forcément, oui, nos anciennes participations nous ont beaucoup aidé. Super. Aristide, côté prépa, comment ça s'est passé? Côté prépa, je disais tantôt qu'on avait juste une semaine pour se préparer pour la finale. Pour les pré-cal, enfin les qualifications, on est juste allé au pif, genre. Chacun avait ses compétences. Et on a vu dans quel domaine l'autre était bon. Dans quel domaine l'autre n'est pas bon. Et on a eu une semaine pour se préparer pour la finale. Et sur différentes plateformes, comme ils l'ont cité, TryHackMe, Rootme, HackTheBoss. C'était FTAM aussi. Super. Je veux que chacun nous raconte une petite anecdote liée à un challenge au cours de la compétition. Je vais commencer par Bill. Est-ce qu'au cours de la compétition, il y a quand même eu ce challenge-là qui, personnellement ou collectivement avec ta team, vous a quand même, je vois que tu souris déjà, il vous a quand même dit, ok, est-ce qu'on est toujours compétent face à ce qu'on est en train de faire là? Bon, dans ce axe, je ne dirais pas forcément un challenge qui nous a dit est-ce qu'on est compétent, mais il y a eu quand même quelques fun facts par rapport à quelques challenges que j'ai personnellement rencontrés. Au sein de la team, il y en a eu, mais personnellement, j'ai rencontré quelques-uns. Par exemple, il y avait
une série de challenges. Je pense que c'est iOS Investigation. Il fallait investiguer sur un dump d'un téléphone, d'un iPhone. Il fallait trouver des traces, répondre à des questions, trouver des heures de vidéos publiées, des heures de messages publiés. Bref, en fait, parallèlement, c'est un peu, disons, les investigations un peu que font peut-être certainement les investigateurs de la CNI pour pouvoir trouver des traces des activités cybercriminelles. Donc, c'était le scénario principalement on voulait nous simuler. Donc, lorsque je voulais investiguer sur ce dump d'iPhone, il faut avouer que je ne l'avais jamais fait. Auparavant, j'étais plus habitué de l'Android. Bon, je savais un peu ce qu'il fallait exploiter pour le faire. Donc, j'ai téléchargé le fichier du challenge qui pesait, je crois, 18 gigas. 18 gigas, ça peut être 18 gigas. Après les heures d'attente, ça c'est fini. Après, je me suis dit, bon, ok, alors analysons ce truc. C'est un zip. Mais je me dis, si le zip est 18 gigas, alors si je dézip, ça va faire quoi? Je vérifie, je vois que ça va aller après 200 gigas. Alors là, je me suis dit, wow. Bon, j'ai pris un petit recul. Honnêtement, dans le flux de l'action, j'avais des séries de films sur ma machine Kali. Il me restait à peine 90 gigas, je pense. Je me dis, bon, si tu dois dézipper 200 gigas. Oui, il faut que je libère. Je reste là, je regarde gauche à droite. J'ai plus le temps. Je suis allé vider toutes les séries, tous les films que j'ai. Sérieusement? Je vous assure tout. J'ai tout vidé. Même des vidéos d'entraînement, même en cybersécurité que j'avais également dans mon répertoire. Je me suis dit, bon, les gars, on s'est dit, gars, j'étais assez à travailler. Dites-moi ça. Donc, j'ai carrément tout supprimé. Parce que, en fait, j'avais pas encore bien calibré ce qu'il fallait que j'exploite. J'ai commencé à dézipper. Je dézippe, ça coule, ça roule. 30 minutes après, le truc finit pas. Bon, je suis allé checker quelques questions. Parce que le dézippage, j'avais quand même extrait quelques petits trucs. J'ai pu répondre à une question avec un élément dézippé, avec un peu de l'aide de l'IA. Mais après, j'ai vu, non, mon gars, ce qui se passe, c'est pas bon. Pas une heure après, le truc n'est pas terminé. J'ai coupé le dézippage, ma machine aussi était presque remplie. Je me suis calmé, c'est là, je me suis dit, bon, Bill, qu'est-ce que tu fais? Je vais checker sur Google, je vérifie, je dis investigation iPhone, outils à utiliser. Je tombe sur des outils payants, je tombe sur des outils gratuits. Et je tombe sur un outil qui a pratiquement le même nom qu'un outil que tu allais passer pour investiguer sur les images Android. C'est là, il dit. C'est quel outil? Ça s'appelle, je crois, iLeApp. iLeApp, je crois que c'est bien ça. La définition du site, j'ai un peu oublié. Donc, c'était ça, je tombe sur l'outil, je dis, ah, c'est sûrement ce qu'il me faut. Donc, iLeApp, c'est un outil qui permet d'analyser les dumps de système Android, iPhone. Ils ont une version Android, une version iPhone, je crois. Donc, l'outil ne dézippe pas comme ce que je voulais faire. Ça analyse l'image pendant un temps restreint et ça permet quand même d'analyser en live ce qui se passe avec un rapport. Donc, j'ai installé l'outil et puis j'ai lancé mes investigations. Quelques 10 minutes après, l'outil a tout chargé. J'ai commencé à fouiller et puis bon, c'était beaucoup plus facile de trouver les éléments qu'on cherchait. Donc là, les réponses ont commencé à venir, disons, un peu naturellement avec un peu moins de recherche, un peu d'observation. Je fais un big up à Chamzin pour un truc qu'il avait qui m'avait vraiment plu. Il y avait un channel qui demandait, je pense bien, la date d'achat du téléphone iPhone qui a été dumpé. Donc je cherchais plus techniquement. C'était moi qui gérais la majorité de la partie du channel. Il me restait, je crois, 2 ou 3 questions à répondre. Donc il s'est dit, je crois que les téléphones iPhone, souvent, ils ont un numéro de série qu'on peut checker sur le site d'Apple pour checker quand le téléphone a été acheté, tout comme ça. Il me dit si on essayait ça. Donc, quelque part, on a vu une dénomination un peu bizarre. On a dedans, il y a quelque part, on a le numéro de série. Donc, on allait copier ça. Et on l'écoutait, on allait mettre ça sur le site. Donc, c'était même pas, il fallait rester seulement sur le dump pour pouvoir travailler. Donc, on allait copier le numéro de série, on allait coller ça, et puis bingo, la date sort. Et on colle ça. Bon, j'étais très fier de lui. Et puis bon, voilà, donc c'est un peu ça. Ce channel m'a franchement particulièrement marqué parce que bon, sous le coup de l'action, disons que je n'ai pas peut-être pensé directement à ce qu'il fallait faire. J'étais aussi un peu chaud, donc ça fait que je n'ai pas... Ce qui est intéressant aussi au niveau du Hacker Lab, c'est qu'au-delà des compétences techniques, il y a aussi certains réflexes qu'il faut savoir développer en termes d'analyse, observation, anticipation quand même. Et je pense que c'est ça qui t'a aidé pour dire, un truc de 18 gigas que je télécharge, il faut faire attention. Exactement. Super. Du côté de Jelida, est-ce qu'il y a eu ce challenge aussi, tout comme Bill vient de le dire, qui t'a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Bon, il y avait déjà le challenge que Bill a énoncé naturellement. Je pense que pratiquement pour toutes les équipes, ce challenge-là, ça nous a vraiment challengé, voilà. Mais moi, fun fact, c'était par rapport à un challenge lié à une intelligence artificielle. Donc, quelques heures après le démarrage du CTF, ils nous ont demandé en fait de faire un prompt dans lequel on va mettre un flag donné. Okay. Oui, chaque équipe
en mode on crée nos propres challenges. Et dans le prompt, en fait, il faut faire en sorte que quand les autres vont essayer de questionner ton intelligence artificielle, qu'elle ne puisse pas donner le flag en question. Et dans mon équipe, il y avait quelqu'un qui s'est occupé de ça. Moi, je n'avais pas géré ça. Mais après qu'on a lancé les IA, les challenges et tout, pour toutes les équipes, j'ai remarqué que pour notre équipe, ça se faisait vraiment pôner. Bon, les gens trouvaient vraiment rapidement nos flags. Je pense, en quelques minutes, il y avait 3 personnes qui avaient déjà trouvé, dont l'équipe de ville. Et je me suis mise à me questionner, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que après, j'ai essayé de vérifier en fait ce que la personne a soumis. Mais c'était quand même codé. On a dit à l'intelligence artificielle de ne pas donner le flag quand on te demande de ne pas donner le flag. Et il a donné. Et il a donné. Donc, durant tout ce temps, durant tout le CTF, nous, on n'a pas pu résoudre un seul challenge lié à l'IA, à cette IA en question. Et les autres équipes avaient continué par trouver nos flags, donc ils gagnaient toujours un point. On a fini le challenge, on a fini le CTF, pardon. Donc, je me suis rapprochée des administrateurs pour leur demander, en fait, c'était quoi vraiment l'idée derrière, ou bien qu'est-ce que les autres ont fait que nous, on n'a pas fait et on n'avait pas trouvé le flag. Et c'était tout à fait un truc, comment je vais dire, banal. C'était, bon, banal, je dirais, en fait. Oui. Il fallait juste demander à l'intelligence artificielle de te donner un poème qui, en fait, au début de chaque phrase, va te donner la lettre de la lettre du flag. En mode, il te fait H, L, B, et ainsi de suite, jusqu'à te donner le flag. Donc, quand tu copies la première lettre verticalement, tu trouves encore le flag en question. Et c'était juste... C'était ça. C'était juste un truc simple comme ça. Il fallait te demander un poème, de t'écrire un poème en te basant sur ça. Et personnellement, moi, j'ai essayé de challenger les autres IA, les autres challenges des autres équipes. J'ai pas trouvé... L'idée là ne m'est pas venue en fait, du tout pas. À aucun moment donné, je me suis dit, bon, j'ai posé toutes les questions possibles. Je me suis demandé, comment on fait pour questionner l'IA? Il faut lui donner un prompt, j'ai tout dit. L'IA ne m'a pas donné. Sûrement que ton pseudo ne t'a pas aidé dans ce sens. Try hard. C'est intéressant. J'avoue que ça m'a un peu énervé, mais c'était fun. C'était en mode waouh. Mais là par exemple, quelle est la leçon que tu tires de cette expérience-là? Est-ce que les compétences techniques seules suffisent? Du tout pas. Quelle autre aptitude, par exemple, il faut avoir? Je dirais, sur ce point, je pense que si j'avais fait plus de challenges en rapport avec les IA, peut-être que j'aurais pu découvrir en fait ça. Mais personnellement, je dis techniquement, non, c'est pas suffisant. Il faut en fait s'entraîner, faire beaucoup de... S'entraîner même, je sais pas, peut-être un instinct qui te dit, bon, essaie ça, ou bien un truc qui te dit, voilà, essaie ça. Sinon, le truc de poème là, à aucun moment donné, c'est venu dans ma tête. Je sais pas si j'étais bloquée, je sais pas. Super. S'il y avait une solution quelque part. Aristide. En particulièrement, il y a eu un challenge d'OSINT où il fallait retrouver les informations liées à un individu. Ok. Et j'ai galéré, j'ai installé Tor, le navigateur Tor, je l'ai traîné sur le dark web et tout pour trouver les... Ah bon? Oui, genre sur les sites d'oignons qui traînaient sur les blogs, je n'ai pas pu trouver. Et finalement, j'ai relu plusieurs fois le contexte. Et c'est là où j'ai eu l'idée de rechercher le nom de la personne sur un site. C'était sur Inks. Et j'ai retrouvé les informations. Et après, il y a eu une partie où il y avait un tag qui a été donné. Et il fallait retrouver, je crois, je ne me rappelle plus trop bien du contexte, mais il fallait retrouver un tag lié à un post de la personne en question. Et il fallait trouver ça sur des réseaux sociaux. L'IA Telegram, surtout l'IA Telegram. Et j'ai cherché longtemps, mais je n'ai pas pu trouver. Mais c'était fun quand même, parce que j'ai été le premier à résoudre le challenge et tout. Et après, il y avait aussi un challenge, le challenge que Bill a tiré, le challenge lié à l'investigation. Ça, c'était un pote qui devait gérer ce challenge-là en question. Je lui disais exactement d'installer l'outil en question. Il me disait non, qu'il avait un problème avec son PC et tout, qu'il n'avait plus d'espace, tout ça, et qu'il rencontrait des problèmes de bugs. Et finalement, j'ai repris mon PC parce que j'avais même plus d'espace. J'ai exactement comme lui libéré une grande partie de mon espace pour installer
même télécharger, j'avais pas d'espace pour télécharger parce que ça pesait du giga et j'avais plus du tout d'espace sur mon truc. Et après, j'ai pu gérer et tout. Il y a aussi, d'entrée de jeu, on nous disait de trouver des flags sur des papiers et tout. Ça, c'est le début. Oui, parle-moi de ça. On devait trouver un flag. Ils ont caché l'artefact en dessous des chaises. C'est quand même fou, hein. Ouais, donc, il fallait avoir l'esprit de curiosité pour savoir qu'il y avait un truc là. Et d'entrée de jeu, je ne sais pas si les autres équipes ils ont eu l'idée de regarder. Il y avait un flag qui était caché en dessous d'un papier là qu'ils avaient placé. Donc d'entrée de jeu, il y a un pote qui a pris juste le papier, a retourné ça, a trouvé le flag. On se disait direct que les autres équipes n'ont pas trouvé. Qu'on a été le premier, ils n'ont pas trouvé et tout. Donc c'était un peu ça, c'était fun. Et il faut surtout avoir l'esprit de curiosité dans ces genres de oui, Bill. cas-là. Oui, comme Aristide l'a dit, je sais pas si c'est de l'ego personnel de chacun. Donc chaque équipe a pensé que... Voilà, exactement. Je sais pas, c'est une surestimation de compétences individuelles de chaque équipe. Mais oui, effectivement, de l'autre côté aussi, c'était aussi un fun fact. Hein. Et moi, mon fun fact m'a même un peu fait rire. Parce que déjà au début, avant que la question ne commence, on s'est assis sur notre table. On était là, on parlait, ainsi de suite. Je crois que j'ai pris le papier. Moi, je lisais juste les informations qui étaient dessus. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un flag. Je lisais juste. Et quelque part en bas, on voit une chaîne base 64. Ah, on s'est dit, les gars, on a un trésor. Ça commence en même temps, on soumet. En même temps, quand on avait vu ça en même temps, on allait sur nos téléphones. Il ne fallait pas mettre Donald sur la table. La première n'est pas commencé. On était sur nos téléphones. On a scanné. On scanne, ça scanne mal. Bon. Après, on scanne, on a copié une certaine partie. On a complété manuellement. On a fait tout, on a trouvé le flag. Welcome, je crois. On s'est dit, bon, les gars, on tient un trésor qui est là. C'est sûr que c'est le seul gars. On a observé gauche à droite pour voir si bon, quelqu'un est complètement suspect. Mais je pense que chacun voulait pas montrer qu'il avait ça. Donc, on avait ça. Maintenant, après, il fallait même nous connecter sur la plateforme. Les habitudes passées, les gars partageaient les identifiants. Ils amenaient un petit papier pour nous donner les identifiants de collection sur la plateforme, ainsi de suite. Donc, on n'a pas vu d'identifiant. Et on demande aux admins, les identifiants sont où? On dit que de bien chercher. Que c'est déjà là. Bon, un truc du genre. Bon, on ne comprenait pas, on dit, mais c'est quel CTF qui veut commencer comme ça déjà? Un administrateur va sur le podium pour parler, il dit, regardez bien, potentiellement, le laisser nulle place sur la minute. On a commencé à chercher. Avec des petits clous de on voit la salle, avec des petits clous d'un peu partout, on a vu, je crois qu'on a cru apercevoir une équipe qui sortait une enveloppe de sous la table. C'est ce que personnellement j'ai cru voir. Peut-être c'était pas ça, je ne sais pas, mais on a cru voir une équipe qui sortait une enveloppe de sous la table à soulever un truc. Et on a vu. Donc on s'est dit, bon, peut-être ils ont cassé ça quelque part. On a commencé à checker, surtout quand on a laissé une place sur la même place de repas. On a regardé le papier, on a trouvé le premier flag, on n'a rien vu dedans. On a essayé d'ouvrir, on n'a pas vu. On a regardé sous la table, on n'a rien vu. On a soulevé le tapis de la table, on n'a rien vu. On a regardé sous les chaises directement par terre. On n'a rien vu. Et on était perdu, on dit, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, j'étais parti en vrille. Bon, disons que je m'étais mis un peu en colère. C'était un peu de l'impatience, je vais dire. Parce que j'étais principalement plus là pour compétir, pour déployer mon énergie. Donc, on vient, on appelle les admins 30. Je crois que ça fait peut-être 15 minutes après. On n'avait toujours pas commencé. Ça a commencé à nous dire, personnellement, oui. J'étais un peu en colère, je vais dire personnellement. Mais je dirais que c'était un petit manque d'inattention de ma part. Donc, on a commencé à faire truc. Les gens jouaient déjà. On a appelé les administrateurs. Les administrateurs nous ont dit de bien observer, de bien checker. On est là, on regarde. Bon, bref. Après, qu'est-ce qui se passe? Je soulève sous ma chaise, collé à la chaise tout en bas. Je vois l'enveloppe. Je me dis, mais qu'est-ce que... Mais quand tu avais vu l'autre équipe sortir l'enveloppe, ça ne t'a pas donné un réflexe pour dire... Il faut que je regarde dans mon environnement aussi. Oui, on a regardé sur l'environnement, mais le problème qui s'est posé, peut-être ça nous a piégé en quelque sorte. Comme je le disais tantôt, on a cru voir l'équipe sortir l'enveloppe dessous la table en fait, de pas prendre ça du sol. Ok, pas de la chaise. Voilà, donc c'est pas dit peut-être, je me suis pas personnellement dit ouais. Faut regarder. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont varié? C'est pas normal qu'ils varient peut-être la discipline des trucs. Donc je vais peut-être dire que peut-être que ça m'a piégé a priori, peut-être que je ne l'avais pas vu. On aurait pu penser peut-être plus checker. Donc c'est peut-être ça qui a été un facteur légèrement limitant qui a fait que bon voilà, on a perdu un peu de temps au début de la compétition, mais néanmoins cela ne nous a pas empêché de gagner et bon, voilà, je suis très fier de la fin qu'on a eue. Donc c'était juste notre fun fact de ce qui s'est produit. Intéressant. Je dis quand tu compares
les éditions passées du Hacker Lab, bon, c'est vrai que tu n'y étais pas pour les éditions passées. J'ai suivi quand même. Mais quand tu compares avec cette édition, qu'est-ce qui a changé? Déjà, chaque édition de Hacker Lab vient avec sa dose de surprise. C'est pas toujours la même chose. Ce que moi j'ai vécu en 2021, c'est carrément pas ce que j'ai vécu en 2025. Si je vais comparer les deux éditions, je pense qu'il y a toujours de nouveautés. Toujours. Par exemple, en 2021, il n'y avait pas les IA. Il n'y avait pas... je pense pas qu'il y a... Voilà, en 2021, c'était plutôt attaque-défense. C'était ça le thème. C'était en mode, il y avait une team qui attaquait l'autre, il y avait une autre team qui essayait en fait voilà, de défendre le team. Donc c'était carrément pas du géopadine. Donc je rappelle que c'était pas du géopadine. C'était plutôt attaque-défense. Donc comparativement à 2025, la différence est nette en fait. Et quoi d'autre? Ouais, voilà, principalement. Si tu dois évoquer une particularité de cette édition du Hacker Lab comparée aux autres éditions auxquelles tu as participé, quelle a été ou quelle est la différence majeure qui te frappe à l'œil? La différence majeure, déjà, l'édition de 2024 était individuelle. Oui, à part cela, bien sûr. À part cela... Côté challenge, est-ce que cette édition était plus corsée que les éditions précédentes? Non, franchement, je pense, j'ai pas eu l'impression que cette édition était plus corsée que l'édition précédente. C'était plutôt, surtout les qualifications étaient plutôt relaxes comparativement à l'année passée où en 2024 les qualifications étaient plus intenses, je trouve. À part ça, la finale c'était une finale quoi. J'ai pas particulièrement vécu un changement. Voilà. Super. Alors, une chose aussi qui est très importante quand on participe au Hacker Lab, au-delà de compétences techniques, tout comme vous l'avez démontré tout à l'heure, il y a aussi la gestion du stress. Et c'est vrai que moi, je suivais de loin la compétition, mais à un moment donné, on voyait des équipes qui étaient déjà dans le top 5, mais qui, la première journée en soirée, se retrouvent carrément avant-dernière équipe. Comment est-ce que vous gérez le stress? C'est-à-dire, on se retrouve dans un environnement où, surtout, je veux poser la question à Bill, on est en tête de liste, à des moments donnés, le dashboard devient inaccessible, on ne voit plus ce qui se passe. Pendant que le dashboard revient, on voit que on n'est plus à notre première position. Donc il faut commencer par réfléchir techniquement, en même temps continuer par regarder le dashboard. Ça doit être quand même une bonne dose de fréquence cardiaque. Comment est-ce que vous avez géré ça? Ok, pour la gestion du stress principalement, comme je le disais, je n'arrêterai pas de le dire, nous on voulait gagner. Donc on avait un mindset purement vainqueur. On s'est dit, il faut qu'à la fin, ce soit nous qui remportons cette compétition. Donc pour le stress, je ne dirais pas que précisément il y a eu des grandes vagues de stress dans mon équipe, mais bon, on évoluait et on avait quand même la certitude que d'une manière ou d'une autre, parce qu'on comptait aussi sur un truc donné. Et je pense que je ne dirais pas que ça nous a avantagé, ou bien je ne dirais pas que ça nous a fait truc, mais peut-être notre expérience. On savait que la dernière journée, il allait y avoir beaucoup de challenges. Et on savait qu'il fallait au plus rapide pour pouvoir dévancer les autres. Donc on se disait de toutes les manières, quel que soit ce qui se passe, premier ou deuxième jour. On était quand même dans le top 5, hein. On montait en première place, on redescendait. Encore on restait dans le top 5, on faisait des trucs, ainsi de suite. Donc même si on redescendait, on se disait que de toutes les manières, le dernier jour, on est quand même un test rapide. Ça serait chaud, mais on est quand même un temps soit un peu rapide, on a un peu d'expérience. Donc notre vitesse, certainement nous avantagera. Donc les autres jours, bon, on était un peu bloqué, principalement le mardi, parce que le mardi soir, je pense que les gars, on n'avait plus rien à soumettre, je pense, hein, on était un peu bloqué, on réfléchissait, on dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, bon, voilà, ainsi de suite. Mais bon, personnellement, Cyril et moi, on n'avait même pas dormi depuis le lundi à 8h, on était toujours en éveil. Jusqu'au mardi soir, on était bloqué. Le cerveau aussi, bon, voulait lâcher. Bien sûr. Carrément, moi, j'ai commencé à avoir des petites hallucinations. Hein. Honnêtement, il était 19h, je crois qu'il était déjà 1h passée. Honnêtement, donc j'avais des petites hallucinations, mais j'étais bloqué, mais je ne voulais pas dormir parce que j'étais motivé à ce qu'on remonte un temps soit peu. Donc on est resté là. En tout cas, à chaque fois qu'il y avait quand même un petit hic, on était un peu bloqué. On se motivait chacun entre nous. En tant que capitaine aussi, j'essaie de les encourager. Peut-être prendre cette route, persévérer sur ce que tu fais, n'abandonne pas ce que tu fais. Bon, certaines fois, quand d'autres voulaient dormir, on leur disait non, tu ne peux pas dormir maintenant, essaie quand même de reprendre.
ils sont bien évidemment reposés, mais c'était des petits trucs qu'on faisait comme ça. Donc, il n'y a pas principalement encore, en tout cas, une grande vague de stress qui nous a abattus. Bien, on s'est dit, bon, c'est fini. Non, on était toujours optimistes. On savait que d'une manière ou d'une autre, grâce à notre vitesse et à notre expérience sur les derniers jours, grâce à la vague de challenge qui allait certainement venir, on allait prendre assez d'avance sur les autres équipes. Donc, c'était principalement ça ce qui s'est passé. Moi, personnellement, pour me relaxer, je vais dire, parce que j'étais dans les challenges depuis le lundi, je n'avais pas dormi. J'avais participé à un petit jeu. Je pense qu'ils ont quand même assez innové. Le staff a assez innové cette année pour le Hacker Lab avec de nouveaux challenges, notamment tout ce qui a rapport à l'IA. C'était un truc que bon, je n'avais jamais vu particulièrement au final lors des dernières années. Donc moi, j'ai kiffé cette innovation. Le truc du début qui m'a quand même moi frustré, mais qui était quand même intéressant, pas j'ai trouvé ça original, c'était les enveloppes cachées sous les chaises. Moi, c'était quand même un bon truc que moi, j'ai vu qu'ils ont fait. Donc, il y avait aussi un nouveau jeu, le loup-garou. Donc, quand moi, j'étais fatigué, j'avais plus rien à faire, je me dis, bon, il faut que je me détende. Les autres n'étaient pas totalement rassurés, ils me disaient, capitaine, qu'est-ce que tu veux faire, parce que eux étaient plus, voilà, et faisons les challenges qui sont là. Donc, disons que je suis allé jouer, bon, je salue Mishkat de loin, et un autre poteau, bon, dont j'ai oublié le nom. Nous les trois, nous étions les loups. On a quand même on était des équipes différentes, hein, mais chaque équipe celui qui arrive à s'en sortir dans le jeu gagne un bonus ou bien c'est pas un hit pour un challenge pour son équipe. Donc nous avons participé au loup-garou, les trois nous étions des loups, on a quand même assez bien géré, aucun de nous trois n'a été éliminé. On a menti, on a menti aux autres qui jouaient, on a fait semblant, les gens voulaient nous virer, ainsi de suite. On a quand même géré et puis bon, mon équipe a eu un indice assez quand même costaud qui nous a permis de valider un challenge de 500 points après. Donc je crois que cet instant de détente quand même personnellement m'a permis moi de relaxer légèrement et de permettre à mon équipe de prendre une certaine avance sur les autres. Je pense que nous étions les seuls là finalement. Je ne me rappelle pas très bien. Nous étions les seuls le deuxième. En tout cas, c'était un truc du genre. Donc, c'est un peu ça dans mon équipe. Il n'y a pas eu vraiment une vague de stress qui nous a abattus. Super. Voilà. Aristide, est-ce que la pression aussi de votre côté, c'était pareil? Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes carrément sorti du top 10? Quel a été le dernier rang ou le rang que vous avez occupé où vous dites, ben ça, il faut qu'on se réveille, les gars. Ça ne va pas. Non, je ne pense pas qu'on est sorti du top 10. Mais je crois qu'au niveau, on est arrivé à être 9e dans la compétition. Genre on descendait, on voyait qu'il y avait des équipes qui prenaient de l'avance sur nous. Et, on n'avait plus rien à soumettre. Et pendant ce moment-là, on n'avait plus rien à soumettre. On se regardait, des fois je les regardais, je disais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? On avait promis finir top 3. Hein, genre, qu'est-ce qu'on fout là genre. Et du coup, tu étais le capitaine de l'équipe? Si, j'étais le capitaine de l'équipe. Donc à un moment, franchement, moi j'avais le moral bas. Genre, je les regardais, eux-mêmes ils étaient là devant le PC. Genre, on ne savait pas quoi faire, quoi. On était là. Et ça, l'inspiration vient juste comme ça, genre un clic, quelqu'un, une poussée de curiosité ou bien d'adrénaline. Il dit, est-ce qu'on essaie ça? Genre, essayons ça à voir, genre. Et on a continué. Voilà, on a fini top 3. Sinon, le stress était là, quand même, Mais voilà, c'était gérable quand même. Super. Je dis, si tu devrais donner, je dirais, des conseils ou des orientations pour la prochaine équipe, qui certainement sera la première équipe, quelles sont les recommandations que tu ferais? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir remporter le Hacker Lab ou être dans les 3 meilleures équipes? Bon, déjà pour revenir sur la question précédente, liée au stress. Oui. Dans mon équipe, bon, je dirais qu'il n'y avait quasiment pas de stress. Parce que, comme ils l'ont dit en fait, tant que le Hacker Lab n'est pas terminé, le CTF n'est pas terminé, rien n'est encore joué. Et à la dernière minute, à la dernière seconde, quelqu'un qui était 10e peut revenir à la première place. Nous, personnellement, on est tombé, je pense, on est descendu après la fin de la première journée du top 10 à la 19e place. Alors qu'il y avait c'est de vous je parlais quand... Alors qu'il y avait uniquement 20 équipes. À un moment, on était avant-dernière équipe. Tout simplement. Et à un moment, ça, c'est quand on s'est endormi la nuit pour se réveiller le matin. Je pense 3 heures de temps de sommeil en quelque sorte. Et il y avait aussi dans mon équipe des membres qui ne se sentaient pas forcément bien. Donc, à un moment donné, on a fait un break pour se reposer et pour garder en fait de l'énergie pour la fin. Parce que sûrement pour la dernière journée, il y a beaucoup de challenges qui viennent. Surtout à je pense 30 minutes avant la fin, il y en a plein avec beaucoup de hints cette fois-ci.
Maintenant, pour l'équipe, la prochaine équipe vainqueur du Hacker Lab, si vous n'avez pas l'expérience, il faut vous entraîner. Et des fois, échouer pour mieux se préparer pour la prochaine fois. Donc, je dirais plus de la préparation et de l'organisation. Un an avant le Hacker Lab même, je dirais, par exemple, si tu veux participer au Hacker Lab 2026, déjà janvier 2025, il faut commencer par essayer de voir qu'est-ce que tu sais faire, quelle plateforme tu vas utiliser, dans quelle catégorie tu vas te spécialiser. Fais beaucoup de CTF, beaucoup de challenges. Et les plateformes, on les a déjà citées. Il y en a plein d'autres, il y en a plein que vous allez découvrir sur le net. Donc s'entraîner et si possible former une équipe depuis la base. Parce que je dis ça, c'est aussi important parce que quand tu as une équipe et que depuis la base vous vous entraînez tous, tu sais au moins que j'ai confiance en mon équipe et je sais que telle personne, si je le mets sur cette catégorie, il va pouvoir gérer jusqu'à la fin sans crainte et tout. Ou bien de temps en temps, voilà, vous allez vous entraîner et tout. Et c'est aussi important de se connaître en teams. Ça intervient au moment où il faut gérer le stress. Quand vous ne résolvez pas des challenges et que vous êtes à la dernière place, forcément il y a des frustrations dans l'équipe. Oui. Et si vous ne savez pas vous gérer entre vous, ça peut capoter à tout moment. Et ça peut impacter votre résultat en fait. Parce que c'est une compétition. Et le temps passe, le temps que vous allez vous mettre à vous disputer, voilà, le temps passe et les autres sont partis. Donc il faut s'entraîner, avoir une équipe, faire beaucoup de challenges déjà, comme je l'ai dit, et participer, si possible, si vous participez pour une première fois, vous ne gagnez pas, il ne faut pas décourager. Ne pas se décourager. Voilà, il faut venir une prochaine fois, essayer toujours le tryhard de l'allemand, c'est qui te dit qu'il faut toujours chercher, creuser à fond pour trouver. Donc principalement, je dirais ça. Et si possible, s'entourer des aînés. Ils ont souvent des super conseils à donner, avant, même pendant, à vous donner en fait. Super. Merci beaucoup à toi, Julida. Bill, si tu dois donner des conseils à la prochaine équipe qui va remporter le Hacker Lab, que dirais-tu? Pour la prochaine équipe qui aimerait remporter le Hacker Lab, j'aimerais quand même lui dire, parce que je ne peux que me baser peut-être sur mon expérience personnelle et quelques trucs que j'ai eu à lire. Il faut quand même un minimum d'expérience dans les CTF parce que c'est ça qui influence vraiment la rapidité. En vrai, des fois, les CTF, c'est pas forcément, c'est pas forcément faire tous les challenges qui sont là, qui est le vrai truc. En fait, l'expérience aussi contribue beaucoup parce que l'expérience, c'est à rendre rapide. Ça sert à ne pas perdre du temps sur certains détails. Ouais. Si tu as déjà eu à faire un truc par le passé ou à rencontrer ça, ou à trébucher dessus par le passé, si tu le vois une nouvelle fois, tu sais que la fois dernière, j'ai été bloqué quand j'ai checké, c'est comme ça a été fait finalement. Donc, ça permet quand même d'avoir une certaine avance sur les autres. Donc j'aimerais dire quand même que l'expérience compte. Et l'expérience s'acquiert comment? En faisant régulièrement de CTF et en apprenant de ses erreurs. Il ne suffit pas aussi de faire seulement les CTF. Parce que tu peux aller là juste coller les outils, surtout avec l'IA qui est là aujourd'hui. Il y a des trucs sur lesquels on ne réfléchit plus vraiment. Donc tu peux juste aller là, coller les outils, copier-coller, faire du copier-coller, faire par chance certains challenges. Mais si toi-même au fond, tu n'acquiers pas de compétences et tu ne te dis pas qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qu'il faut faire, tu ne lis pas les write-up après les CTF où tu n'as pas vraiment performé, je pense que ça te sera compliqué d'acquérir une expérience solide. Donc il faut quand même faire beaucoup de CTF, apprendre de ses erreurs, lire les write-up, parce que évidemment on ne peut pas tout faire. Même si on le veut ou pas, on ne peut pas faire tous les challenges du monde, c'est pas possible. Il faut lire des write-up pour voir un peu comment les autres personnes procèdent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des manières plus rapides de faire ce qu'on a fait soi-même pour pouvoir quand même s'améliorer. Ça compte beaucoup. Donc faire des CTF, mais apprendre de ses erreurs. Donc à part ça, je dirais aussi, il faut quand même développer un mindset de non-perdant. Donc je le dirais, il faut avoir un objectif à atteindre. Il faut s'y buter, il faut trébucher, il faut se relever. Quand on ne l'atteint pas, il faut se dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que je m'améliore, etc. Donc, à part ça, peut-être maintenant, je dirais, pour consolider cette expérience, il faut s'entraîner sur les différentes plateformes. Il y en a plein, comme je l'avais énuméré plus tôt. Il y en a beaucoup. Et entraînez-vous, checkez des CTF, lisez des cours théoriques, ainsi de suite. Et aussi, développer le mindset que vous avez. Sachez qu'il y a diverses manières de faire des trucs. Ce n'est pas seulement la technique qui compte. Des fois, il faut y s'asseoir, réfléchir différemment pour pouvoir arriver à sa fin. Donc, c'est ce que j'aimerais quand même produire comme conseil à la personne ou à ceux qui aimeraient gagner le Hacker Lab prochainement. Entraînez-vous et réfléchissez différemment.
Merci beaucoup Bill, merci beaucoup. Aristide, très rapidement, quelques conseils pour la prochaine équipe. Il a tout dit. Oui. Super. Alors, oui. Merci pour les conseils, parce que c'est moi qui veux gagner. Tu vas payer pour ces conseils-là. Merci beaucoup à vous les gars. Merci pour votre présence sur ce podcast-là. En 10 secondes rapidement, vous savez, j'ai pensé ce podcast pour pouvoir permettre de vulgariser un peu la cybersécurité, parce que je pense que, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses que même les mentors, les aînés le disent, on ne parle pas assez de notre domaine. Et à travers cette vitrine, c'est de faire vraiment un travail de sensibilisation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Jedida? Bon, déjà, je salue l'initiative, c'est une très bonne idée. Je ne pense pas qu'il y ait de podcasts liés à la cybersécurité au Bénin. Donc, félicitations à vous et merci continuez beaucoup. Comme ça. Merci, Jedida. Bill? Je félicite beaucoup Machoud pour l'initiative de ces podcasts que pour créer MCA Academy, pour promouvoir la cybersécurité et divers trucs qui se passent. Mais toute cette visibilité, certaines personnes qui font quand même des trucs merveilleux dans notre pays, c'est une bonne chose. Ça permet aussi aux gens d'en apprendre, de savoir que telle chose se fait, de savoir qu'il faut le faire de telle manière. Donc, je salue énormément l'initiative et je vous encourage dans ce sens. Merci beaucoup, Bill. Merci. Aristide. Exactement comme ils l'ont dit, c'est une très belle initiative et continuez comme ça. Merci les gars. Chers abonnés, nous sommes à la fin de cet épisode-là. J'espère que vous avez vraiment appris énormément de choses en termes de stratégie technique que nos lauréats pour la dernière édition du Hacker Lab ont utilisé pour pouvoir remporter la compétition. J'avais bien sûr dans cet épisode Bill de l'équipe BJSEC. Merci une fois encore Bill d'être passé sur MCA Cyber Talk. Jedida de l'équipe Bob, même si tu n'as pas dit pourquoi le nom Bob? Pourquoi pas Bob? Pourquoi pas Bob? Merci à toi d'être passé. Merci, plaisir partagé. Aristide de l'équipe Stealthy, voler avec stratégie. C'est ça, non? Oui. Merci d'être passé. passé. La définition, ça veut dire furtif. Ça veut dire? Furtif. D'accord. Merci d'être passé sur ce podcast. Je vous en prie. Alors, on se retrouve pour un prochain numéro. J'espère que vous avez apprécié. On a réalisé un épisode spécial sur le CAF. J'espère que vous l'avez déjà suivi. C'était avec Madame Yenata Baki-Amansoro, la commissaire adjointe du Cyber Africa Forum, puisqu'on en a parlé au cours de cet épisode-là. Si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est le moment de suivre l'épisode sur notre chaîne. La seule chose que vous pouvez faire pour nous donner de la force et de la visibilité, c'est vraiment de liker ce que nous faisons, de vous abonner, de commenter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ils vont suivre les questions dans les commentaires et éventuellement, ils vont vous répondre en termes d'autres questions peut-être qu'on n'a pas prévues et que vous pensez très, très intéressantes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien.